Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Bien préparer son chemin de Compostelle. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment bien préparer les étapes de ton chemin, quelle que soit la voie que tu prendras. Donc, si tu es prêt, on y va? Allez, let's go! Alors, pour bien préparer tes étapes, bien sûr, il faut déjà savoir par quelle voie en France tu vas partir, quelle voie tu vas emprunter. Alors, il existe différentes voies, bien sûr, de Compostelle. Il y a d'abord la voie de Tours qui comprend 27 étapes. Je te dis ça par rapport aux étapes officielles, bien sûr. Donc, au départ de Tours jusqu'à la frontière espagnole, 27 étapes. Ensuite, tu as le GR65, la voie du Puy, qui part du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui, elle, comprend 29 étapes officielles. Ensuite, tu as la voie d'Arles, qui part bien sûr de Arles, qui va jusqu'au col du Samport, à la frontière espagnole, qui, elle, comprend 39 étapes officielles. Et tu as enfin la voie de Vézelay, qui, elle, comprend 40 étapes. Voilà, concernant les différentes voies. En France et après en Espagne, pareil, il faudra que tu détermines si tu prends le Camino Frances ou le Camino del Norte. C'est les deux principaux. À savoir que le Camino del Norte comprend 33 étapes officielles et le Norte comprend 38 étapes officielles jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, concernant les différentes voies, bien sûr, la voie la plus fréquentée, là où tu trouveras le plus de pèlerins et le plus d'églises également, c'est bien sûr la voie du Puy, le GR65, qui est également appelé la Via Podiensis. Donc, à toi de voir. Moi, c'est celle que j'ai faite, mais tu peux également ne pas partir sur une voie bien précise et partir tout simplement de chez toi. Ça aussi, ça se fait très souvent. Bien sûr, le choix de la voie, ça sera un choix personnel et subjectif. Donc, c'est toi-même qui sauras quelle voie prendre. Ensuite, il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour savoir déjà quelle voie tu veux prendre. Il y a bien sûr ta condition physique, puisque par exemple, la voie du Puy est beaucoup plus difficile au niveau, enfin difficile entre guillemets, hein, c'est surmontable, mais il y a beaucoup plus de dénivelé sur la voie du Puy, essentiellement entre le Puy-en-Velay et Cahors. Il y a pas mal de montées, pas mal de descentes qui parfois, il y a 500, 1000 mètres de dénivelé que tu peux faire en une journée. Donc ça aussi, ta condition physique est à prendre en compte. Il y a aussi le temps que tu as pour faire le chemin, parce que si tu travailles par exemple et que tu as que 15 jours, eh bien c'est à toi aussi de déterminer quel tronçon tu vas faire en fonction de ta condition physique et par rapport au relief également. Et puis également, il y a le climat qui est à prendre en compte, puisque si tu pars de Arles, par exemple, qui est toujours dans le sud, eh bien, cette voie au niveau du climat sera plus agréable, plus sèche que si tu pars, par exemple, de Tours ou de Vézelay, puisque tu partiras quand même beaucoup plus au nord pour descendre vers le sud. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Alors, bien sûr, il te faut aussi déterminer ta date et ton lieu de départ. Donc,
si par exemple tu décides de partir du Puy-en-Velay, à toi déjà de déterminer une date. Une fois que tu te seras fixé une date, eh bien, ça sera un petit challenge pour toi. Tu sauras que si tu pars le 5 avril, eh bien, il faudra que tu te prépares physiquement, mentalement, ton sac, etc., pour être prêt le 5 avril. C'est un exemple. Et bien sûr, il faut aussi que tu voies le mode de transport que tu vas emprunter pour te rendre, si tu pars du Puy-en-Velay toujours, pour te rendre au Puy-en-Velay. Alors, moi personnellement, je suis parti de Cahors et pour se rendre au Puy-en-Velay, j'ai dû prendre 4 trains et un bus. Donc voilà, ça c'est des choses à prévoir également bien avant de partir. Et oui, me voilà rendu au point de départ, c'est-à-dire à la gare de Cahors. Et bien voilà, je suis arrivé à Lyon. Et bien ouais, je suis arrivé pour l'instant à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire Saint-Étienne-Châteaucreux. Et oui, voilà, je suis enfin arrivé au Puy-en-Velay. Ensuite, si j'ai un conseil à te donner, c'est que il faut que tu profites du chemin et que tu fasses régulièrement des pauses pour admirer les paysages qui t'entourent, prendre du temps pour faire des rencontres, prendre le temps de flâner, voilà, et je peux te dire que tu en seras beaucoup plus imprégné du chemin et tu verras que la magie opérera sur toi. Concernant ta date de retour, bon, bien sûr, si tu as une date butoir parce que tu retravailles après derrière, bon, ça je peux comprendre que tu prévoies la date de retour et le mode de transport que tu vas emprunter pour rentrer chez toi. Mais si tu as le temps pour faire ce chemin, ne réserve pas à l'avance la date de retour parce qu'il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Déjà, tu ne peux pas savoir exactement quand est-ce que tu seras à Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'il peut y avoir des imprévus, tu peux te blesser sur le chemin et ce que je ne te souhaite pas bien sûr, mais tu peux après te dire ah ben je suis fatigué, je vais prendre un jour de pause dans telle ou telle ville. Donc ça pour cela, la date de retour, tu peux attendre. Ça te permettra de prendre le temps de flâner une fois arrivé à Santiago et puis tu verras, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Et puis à Compostelle également, pour le retour chez toi, tu trouveras à Compostelle plein de moyens pour pouvoir rentrer, que ce soit le bus, le train, l'avion, parce qu'il y a un aéroport international à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc pour cela, ben voilà, tu peux attendre. Et moi, si j'ai juste un petit conseil à te donner, c'est que pour t'éviter que le retour à la vie de tous les jours soit trop brutal, évite de prendre l'avion parce que c'est en 2 heures de temps, tu peux être rentré chez toi en sachant que 2 heures avant, tu étais encore dans le chemin de Compostelle. Donc moi, je suis rentré en bus, par exemple, de Compostelle jusqu'à la frontière française, à Hendaye. Et il fallait un peu plus de 12 heures pour rejoindre la frontière française. Ça te permet de te réhabituer, voilà, que le retour se fasse en douceur, même si 12 heures c'est très rapide. Et justement, tu verras que le chemin en bus que tu fais en 12 heures, et tu te diras, ah là là, tout ce chemin, je l'ai fait en un peu plus d'un mois. Ça peut te chambouler, te faire tourner la tête quand tu vois ça. Bien voilà, je suis arrivé à la station de bus. Il y a vraiment toutes les compagnies de bus ici. Il y a mon bus, il y a Alsa, comme les gâteaux. D'ailleurs, c'est la compagnie que je vais prendre pour rentrer sur Irun. Et ça circule sans arrêt ici. Voilà, hein. Impossible de dormir puisqu'il y a un arrêt tous les quarts d'heure à peu près avec les lumières qui s'allument chaque fois.
La nuit va être longue. Et bien voilà, me voilà rendu à Irun. Alors concernant la détermination des étapes, eh bien moi ce que j'ai fait après, au fur et à mesure du chemin, quelque chose que j'ai appris, c'est que moi je m'arrêtais souvent après, juste le village d'après ou 2 villages après l'étape officielle qui est donnée dans les guides. Et ça me permettait déjà d'avoir moins de monde dans les hébergements et puis d'être plus serein. Et le matin, quand tu repars, tu as déjà moins de monde sur le Camino. Donc, tu peux partir déjà l'esprit plus tranquille. Parce que quand tu vas te retrouver sur les 100 derniers kilomètres, par exemple, là où il y a énormément de monde, eh bien, là, je l'ai fait, mais obligatoirement, quoi. Parce que ceux qui font que les 100 derniers kilomètres, par exemple, ils font que les étapes officielles, qui font à peu près 20 kilomètres. Donc moi, je m'arrêtais systématiquement au village d'après. Comme ça, le matin, quand je partais, il n'y avait pratiquement personne. Et puis les hébergements, il y avait plus de disponibilité dans les hébergements. Et bien sûr, après cette ville, nous continuerons un tout petit peu après pour éviter d'être... pour être un peu plus tranquille sur le chemin demain matin et également dans la ville où nous serons. Eh bien tu vois, le fait de sauter une fin d'étape officielle, eh bien du coup on se retrouve tout seul sur le chemin et ça c'est top. Donc si tu veux pas être dans la foule des pèlerins sur les 100 derniers kilomètres, eh bien moi je te conseille de t'arrêter soit juste avant, soit juste après des étapes officielles quoi. Là par exemple c'était Palas del Rey, la fin d'étape d'aujourd'hui. Demain je ne sais pas où on va, mais on va faire comme aujourd'hui. On ira après les fins d'étape officielles et puis regarde un peu quoi. On est vraiment tranquille à la campagne. Donc voilà. Alors pour préparer tes étapes, bien sûr, tu as le Miam Miam Dodo, qui est un outil très pratique pour déterminer tes étapes, puisqu'il y a des tableaux dans le guide qui te permettent de savoir combien de kilomètres il y a entre chaque village, entre chaque ville. C'est très pratique. Par contre, la seule critique que j'aurais à faire sur le Miam Miam Dodo, c'est que ne te fie pas forcément aux dénivelés qui sont indiqués en dessous de la carte, parce que très souvent, c'est pas assez précis. Ils vont te donner une vue d'ensemble du dénivelé, mais moi ça m'est souvent arrivé que sur le Miam Miam Dodo, il t'indiquait que c'était plat pendant une certaine distance, alors que moi, sur le terrain, je voyais que souvent je retombais sur des montées, et pas forcément des petites montées, hein, et que ça redescendait. Donc voilà, souvent le Miam Miam Dodo, il zappe certaines montées, et il te montre que c'est plat sur leur coupe de dénivelé. Alors pour préparer tes étapes, il faut savoir que si par exemple tu ne peux pas porter ton sac ou qu'il y a des jours où tu es fatigué, il existe des services de transport de bagages. Transport Claudine, la malle postale. Et donc ce service-là peut t'aider aussi à te transporter toi-même si vraiment tu es au bout du rouleau. Donc voilà, c'est bon à savoir ça. Comme ça, le sac, ils te le prennent dans le gîte où tu es la veille et ils te le transportent dans ton gîte de l'étape du soir, quoi. Alors, pour préparer tes étapes également, il faut savoir qu'il y a des portions du chemin qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, déjà, dès que tu pars du Puy-en-Velay, moi je te parle du GR65 sur la voie du Puy parce que c'est la seule que je connais, donc je ne peux pas te parler des autres voies. Mais par exemple, dès que tu pars du Puy-en-Velay, déjà, ça monte direct. Ensuite, il y a des passages comme le plateau de l'Aubrac, pour y accéder, c'est déjà assez difficile. Et après, quand tu redescends, c'est pareil, hein, tu descends de 1000 mètres d'altitude en 24 heures. Ça aussi, il faut le savoir. Ensuite, tu as bien sûr le passage des Pyrénées avec le col
de Roncevaux et le col de l'Épouéder, qui est le point culminant au niveau des Pyrénées, à 1410 mètres, je crois, de mémoire. Donc ça aussi, les Pyrénées, c'est assez rude. Mais bon, si tu es parti déjà et que tu marches depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, les Pyrénées, ça sera déjà plus facile pour toi. Et puis, si tu prends la voie d'Arles, par exemple, eh bien, il y a le col du Samport, également dans les Pyrénées, qui est également assez difficile, puisque forcément, c'est les Pyrénées. Donc, il faut franchir cette barrière qui paraît infranchissable, mais moi, même sans condition physique, j'ai réussi à la passer. Donc, toi aussi, tu y arriveras. Et puis après, en Espagne, si tu prends le Camino Frances, puisque c'est le chemin que j'ai pris, alors sur les parties difficiles, tu as bien sûr la descente qui te mène à Roncevaux. Ça, c'est une descente raide sur 700 mètres de dénivelé. Tu as aussi toute la partie pour accéder à la Cruz de Ferro. C'est la dernière chaîne de montagne avant Compostelle, qui est d'ailleurs le point culminant de tout le chemin, puisque ça culmine à 1500, un peu plus de 1500 mètres d'altitude. Donc l'accès à la Cruz de Ferro, c'est assez physique. Tu as aussi après l'accès, parce que tu as deux montagnes à gravir avant Compostelle, et la deuxième, c'est là où tu as au Cebreiro, qui est également assez physique. Donc voilà, il faut le savoir. Après, il faut savoir que sur toutes tes étapes que tu feras, que ce soit en France ou en Espagne, concernant la nourriture et l'eau, il faut savoir que tu trouveras des épiceries régulièrement sur le chemin et des points d'eau pratiquement dans tous les villages que tu traverseras. Le seul point noir, c'est une fois sur la Meseta, il y a deux portions, une de 17 et une de 15, où là tu n'as pas d'eau, pas de village, rien du tout, mais tu as quand même des petites camionnettes qui te proposent à manger et à boire. Donc c'est pas non plus la traversée du désert. Donc pour cela, faut pas t'inquiéter, tu trouveras de la nourriture et de l'eau sur tout le chemin. Alors bien sûr, tes étapes, ben, il faudra que tu les détermines en fonction de ta condition physique. Moi par exemple, les premières étapes, eh ben, ça a été de 15 km maximum, quoi. Et après, au fil des jours, en fonction de ma condition physique qui s'améliorait, j'ai augmenté petit à petit sans m'en rendre compte. Je suis passé à 20, puis 25, puis 30. Et puis, je crois que le maximum, j'ai dû faire 40 km. Donc, voilà, il faut que... En fait, si j'ai un conseil à te donner pour terminer cette vidéo, c'est de ne pas forcément planifier toutes tes étapes et de te laisser porter par le chemin et de lâcher prise. Franchement, tu profiteras largement du chemin sans penser forcément à tout programmer à l'avance. Et ben, j'espère que mon conseil, ben, tu le suivras et que tu verras, ça sera magique. Donc, si j'ai un conseil à te donner, ben, profite. Et puis, tu verras, ce chemin est formidable. Donc, ben, je vais te laisser pour aujourd'hui, en espérant que cette vidéo t'aura plu. Et on se retrouve sur, la semaine prochaine, vendredi, pour la troisième partie de la préparation du chemin de Compostelle pour cette année. Et ça sera consacré cette fois-ci aux hébergements. Comment bien préparer tes hébergements. Donc, eh bien, je te fais de gros bisous. Et puis, si jamais tu veux retrouver la vidéo de la semaine dernière, eh bien, elle se trouve juste ici. C'était consacré à la préparation de ton sac à dos. Voilà. Bisous à toi. Et puis, à très très vite alors, à la semaine prochaine. Ciao.